Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous parlons de la lutte contre le paludisme à travers la chimioprévention du paludisme saisonnier. La chimioprévention saisonnière du paludisme consiste en l'administration d'un médicament contre le paludisme pendant une période bien déterminée, majoritairement auprès des enfants de moins de 5 ans. Le traitement administré combine un effet thérapeutique et un effet préventif. Au-delà de la chimioprévention du paludisme saisonnier, la découverte d'un vaccin serait le meilleur moyen pour lutter contre la maladie. L'Afrique n'est pas en reste dans la recherche. Dans cette édition, nous vous amènerons dans une unité de recherche clinique au Burkina Faso. Nous avons initié un projet qui a recruté au total plus de 15 000 enfants en Afrique, où nous avons testé un vaccin qui a été synthétisé par la firme pharmaceutique GSK en Belgique. Et ce vaccin a pu démontrer sur une année une réduction du nombre de cas de paludisme de plus de moitié, ce qui est très important. Et pour en savoir davantage, restez à l'écoute de ce programme qui commence comme toujours par les faits majeurs d'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Parlons tout d'abord du choléra qui fait plus de victimes en RDC. Il y a eu 50 nouveaux morts, alourdissant le bilan à 917 décès depuis le début de l'année. Oui, Mohamedou, selon un communiqué du ministère congolais de la Santé publique, les équipes du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques déployées en RDC ont recensé 1990 cas et 50 décès dans 16 provinces sur la période du 6 au 12 novembre 2017. À en croire les autorités sanitaires, la région du Kasaï, au centre du pays, est l'un des foyers de choléra les plus importants, avec les deux autres provinces que sont la Lomami et le Sankuru. Eh bien, Firmin, c'est certainement une question qui intéresse nos auditeurs. En RDC, peux-tu nous rappeler les conseils pratiques pour éviter ou faire face à cette maladie? En effet, pour éviter le choléra, il faut boire de l'eau potable ou traiter l'eau avant de la boire. Il faut laver tous les aliments destinés à la consommation et maintenir la propreté autour de soi car la bactérie prospère dans la saleté. Insistons là-dessus. La propreté des mains, de l'eau et des aliments consommés est le maître mot pour éviter la maladie. Lorsque l'on a affaire à un malade, il faut le réhydrater avec des solutions contenant du sel de réhydratation orale disponible dans les pharmacies et centres de santé. Au Niger maintenant, la police a saisi plus de 13 tonnes de faux médicaments en provenance de l'Inde via un port ghanéen. Oui, Mohamedou, ce sont près de 2000 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits qui ont été saisis d'après le porte-parole des services de répression du trafic illicite des stupéfiants. Parmi les médicaments saisis figurent des antalgiques et des anti-inflammatoires ne comportant ni référence du fabricant ni étiquette. Selon les autorités nigériennes, ces faux médicaments destinés au marché local ont été commandés par des opérateurs avec la complicité d'un agent corrompu d'une société officiellement agréée dans la distribution des produits pharmaceutiques. Et ce n'est un secret pour personne, Firmin, les faux médicaments sont un véritable problème de santé publique en Afrique. En effet, selon l'OMS, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux, tuant directement ou indirectement 800 000 personnes par an. Le marché des faux médicaments est florissant au Niger où ils sont vendus à la criée en ville et à proximité des pharmacies officielles. Depuis des décennies, syndicats et propriétaires des pharmacies demandent aux autorités de démanteler les réseaux de trafiquants derrière lesquels se cachent parfois d'influents commerçants et hommes politiques. Mais l'extrême pauvreté des populations est citée comme un facteur expliquant la persistance de ces marchés illicites. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Et pour terminer, parlons du cancer. 4 cas de cancer sur 10 sont provoqués par des facteurs de risque dont une grande partie pourrait être minimisée ou évitée selon une étude publiée mardi dernier. C'est ce qu'annoncent les chercheurs dont les travaux sont parus en ligne dans la revue médicale CAA Cancer Journal for Clinicians. Selon ces travaux basés sur des données de 2014, fumer des cigarettes compte de loin pour la plus grande proportion des cancers. L'excès de poids se situe en second rang,
loin derrière le tabac et suivi par la consommation d'alcool, l'exposition aux rayons ultraviolets et le manque d'activité physique. Une insuffisante consommation de fruits et de légumes compte en outre pour une petite proportion de cancers. Conséquence donc, le cancer du poumon est le plus fréquent, suivi par les cancers du foie, les cancers colorectaux, les cancers de l'estomac et du sein. Eh bien, Firmin, on ne le dira jamais assez, la détection précoce du cancer est la principale chance d'en guérir. Effectivement, Mohamedou, le diagnostic précoce est utile dans toutes les situations pour la majorité des cancers. Lorsque le diagnostic intervient à un stade avancé, un traitement curatif n'est parfois plus possible. Le diagnostic précoce comprend 3 étapes qui doivent être intégrées et assurées en temps opportun. La sensibilisation, l'évaluation clinique pour déterminer le stade de la maladie et enfin l'accès au traitement. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le paludisme demeure un problème de santé dans de nombreuses régions du monde. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, l'on a dénombré 212 millions de cas de paludisme et plus de 400 000 décès. Dans la sous-région du Sahel en Afrique, les taux les plus élevés de mortalité et de morbidité imputés au paludisme sont observés durant la saison des pluies. Et c'est en guise de riposte que les experts recommandent de mettre en œuvre pendant la saison des pluies une méthode de lutte appelée la chimioprévention du paludisme saisonnier. Comment ça marche? Quelle est son efficacité? Nous avons posé ces questions à Thomas Druetz, professeur de santé publique à la Tulane University en Nouvelle-Orléans, ici aux États-Unis. Une interview réalisée lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. La chimioprévention saisonnière du paludisme consiste en l'administration d'un médicament contre le paludisme pendant une période bien déterminée, majoritairement auprès des enfants de moins de 5 ans. Les enfants entre 3 et 59 mois, pour être précis. Le traitement administré combine un effet thérapeutique et un effet préventif. Et donc, il y a 2 molécules différentes qui sont combinées pour ça. Une molécule qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine, on donne 1 dose, et une molécule qu'on appelle l'amodiaquine, et on donne 3 doses. La chimioprévention saisonnière du paludisme, généralement, est distribuée par des gens de la communauté ou bien par des membres recrutés localement. Et il y a différentes stratégies de distribution, mais celle utilisée au Burkina Faso, c'est une stratégie de distribution porte à porte. Donc des agents de santé communautaire se rendent dans chacun des ménages et s'il y a des enfants de moins de 5 ans qui sont présents, demandent à la mère s'ils peuvent administrer le traitement contre le paludisme. Justement, pouvez-vous nous dire le cas pratique du Burkina Faso, depuis quand ça existe, comment ça se déroule? Parlez-nous de cette expérience-là, vous qui avez travaillé sur le sujet dans ce pays. D'accord, donc la plupart des pluies au Burkina Faso surviennent pendant une période bien spécifique, juillet, août, septembre, octobre. Et c'est pendant cette période-là que la grande majorité des cas de paludisme surviennent au Burkina Faso. Et donc, le Burkina Faso a introduit pour la première fois en 2014 la stratégie de chimioprévention saisonnière du paludisme. Il y a de plus en plus de districts sanitaires qui mettent en œuvre la chimioprévention saisonnière du paludisme. En 2016, il y avait presque 85% des districts sanitaires qui la mettaient en œuvre. Donc, c'est rendu pas encore une couverture nationale, mais on est vraiment tout proche. Alors, vous avez parlé du mois de juillet, vous avez cité un certain nombre de mois. Alors, ça correspond à quoi ces périodes de l'année? Pourquoi cette période-là? Donc, ces mois-là correspondent à la saison des pluies, tout simplement. Donc, la saison des pluies au Burkina Faso, elle revient chaque année exactement à la même période ou presque, et elle dure 3 ou 4 mois. Et donc, ce qu'ils font sur le terrain, c'est mesurer la pluviométrie. Et lorsqu'ils voient que la saison des pluies est engagée, c'est alors le bon moment de commencer la CPS, la chimioprévention, parce qu'on sait que lorsque les pluies arrivent, quelques jours, quelques semaines après, le paludisme va connaître une flambée épidémique. Et donc, chaque année, on voit une flambée de cas de paludisme pendant cette période cette saison des pluies, qui est aussi la saison de haute transmission du paludisme. Alors, quel est le bilan que vous pouvez faire cette année ou alors en ce moment précis depuis que les opérations ont commencé ou alors les opérations sur lesquelles vous avez travaillé? En 2015, lorsque nous on est allé évaluer cette stratégie dans un district bien particulier où elle était implantée pour la première fois,
on a vu que les choses se passaient relativement bien. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est très bien acceptée par la population. C'est-à-dire que généralement, les parents ou les mères acceptent très volontiers de donner le médicament à leur enfant. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien ce que c'est que le paludisme. La plupart connaissent un enfant qui est décédé ou qui était très malade à cause de cette maladie. Et donc, il n'y a pas vraiment de résistance dans la population. Au contraire, ils sont ravis qu'il y ait un traitement qui est gratuit et administré directement chez eux à la maison. Donc la couverture est relativement bonne. Il y a encore de la place à l'amélioration, mais c'était vraiment la toute première année, donc c'est normal qu'on n'ait pas atteint 100% de couverture. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de mesurer l'efficacité de ce traitement chez les gens. Donc on a regardé les enfants qui n'avaient pas reçu le traitement, on a regardé les enfants qui avaient reçu le traitement, puis on a essayé de comparer quelle était leur probabilité d'avoir une infection parasitaire au paludisme. Et on a vu que le fait d'avoir la CPS, d'avoir reçu la CPS, diminuait de 50% la probabilité pour un enfant d'avoir une infection palustre. Est-ce que c'est une opération gratuite déjà? Et est-ce que vous qui avez été sur le terrain, est-ce que vous avez constaté que ces opérations vont jusque dans les tréfonds des villages? Est-ce que c'est vraiment accessible pour les populations? La chimioprévention saisonnière du paludisme est gratuite au Burkina Faso. C'est une campagne de distribution de médicaments. Les parents... Menée par qui? Donc mené par le Programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, et bon, il y a différents bailleurs de fonds dans le monde qui aident le programme à mettre en œuvre la CPS, mais sur le terrain, c'est vraiment le Programme national de lutte contre le paludisme qui met ça en œuvre. Est-ce que on parvient à rejoindre les ménages les plus reculés? Je dirais que c'est le gros défi. C'est vraiment le gros défi. Pourquoi? Parce qu'en saison des pluies, les zones qui sont les plus reculées sont des zones situées dans des ménages situés dans des zones inondables, difficiles d'accès, et les agents de santé communautaire, même s'ils viennent vraiment de la région, de la communauté, pour eux, il est encore difficile d'aller absolument partout. Donc, je dirais que c'est probablement le plus gros défi d'aller rejoindre ces populations-là, ces ménages-là, qui sont paradoxalement ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'on sait bien que le paludisme est une maladie qui va se concentrer dans les ménages les plus reculés, les plus vulnérables vraiment. Et justement, on termine par là. Est-ce que vous auriez des suggestions, par exemple, pour améliorer cette opération, peut-être au Burkina ou d'autres pays qui souhaiteraient s'en inspirer? Alors, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution magique qui conviendrait à tous les pays. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller chercher des solutions locales, discuter avec les gens. Comment est-ce que vraiment on pourrait améliorer cette stratégie? C'est une recherche que nous, on va mener parce qu'on trouve que c'est très intéressant. Les quelques pistes qui nous sont suggérées sont de donner des moyens supplémentaires aux agents de santé communautaire pour se rendre dans ces régions-là, qu'il s'agisse de modes de transport ou bien on peut réfléchir à d'autres techniques. Il est sûr que c'est vraiment utile de conserver une approche de distribution porte par porte. Donc, il y a d'autres pays qui ont tenté de faire la distribution dans des points de rassemblement, donc de faire rassembler les différentes personnes en un seul point. Et on voit que la couverture dans ce cas-là est vraiment moins bonne. Donc il faut conserver cette approche de distribution porte à porte, mais trouver des méthodes pour aller rejoindre les portes les plus éloignées, les portes les plus difficiles d'accès. Nous remercions le professeur Thomas Druet pour toutes ces explications. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Comme son nom l'indique, cette chimioprévention du paludisme n'est que saisonnière. Elle a ses limites. Par exemple, son efficacité se situe dans une période limitée et elle est contre-indiquée pour les enfants qui prennent certains traitements. C'est pourquoi un vaccin reste la principale chance de mettre un terme à la maladie. C'est pour contribuer à la recherche que le docteur Alidou Tinto a mis sur pied une unité de recherche à Nanoro, au Burkina Faso. C'est une unité qui est spécialisée dans les essais cliniques des médicaments et des vaccins couvrant toutes les pathologies. Ça veut dire que lorsque le laboratoire pharmaceutique ou des chercheurs détectent un produit ou, je ne sais pas, une protéine qui est susceptible d'avoir une activité contre une maladie, nous, notre rôle, c'est de tester ce produit-là sur les populations. Une fois que le test est fait au niveau du laboratoire sur les animaux, nous, notre rôle, c'est de tester sur les êtres humains
et donner les résultats quant à sa sécurité et également à son efficacité. Donc voilà un peu le rôle du centre, qui est l'unité de recherche clinique de Nanoro. Bon, alors parlons de ce que vous faites dans le cadre de la lutte contre le paludisme, déjà contre les femmes enceintes. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, il faut savoir qu'au niveau des femmes enceintes, comme la stratégie mondiale le préconise, il y a d'une part la prévention du paludisme chez la femme enceinte et d'autre part la prise en charge, ça veut dire le traitement du paludisme chez la femme enceinte. Dans la prévention, nous avons initié beaucoup de projets et le plus récent, c'est de voir si les agents de santé communautaires peuvent, au sein de leur communauté, intervenir pour appuyer le système national de santé dans la prévention du paludisme dans ce groupe cible. Alors, pourquoi cela? Pourquoi les agents de santé communautaires? Parce que tout simplement, comme vous le savez, on a un problème de fréquentation de nos centres de santé en Afrique, lié à plusieurs raisons. Lié à des raisons de transport, parce que quelquefois, les villages sont éloignés des centres de santé et quelquefois l'accessibilité, parce que quand on est en saison pluvieuse et qui coïncide malheureusement avec la période du paludisme, l'accès à ces centres de santé est assez compliqué. Donc nous avons développé une stratégie pour voir est-ce que les personnes vivant dans ces communautés-là ne peuvent pas rapprocher les moyens de prévention pour ces femmes-là en allant directement dans leur communauté et leur proposer des dépistages et des traitements systématiques chaque mois à partir du deuxième trimestre lorsque la femme est enceinte jusqu'à l'accouchement afin de prévenir les infections contre le paludisme. Alors pour ce qui est du traitement, il faut savoir que notre centre a participé au plus grand essai clinique dans le monde qui a testé tous les antipaludiques, c'est-à-dire le panel des antipaludiques disponibles actuellement pour voir quel est le meilleur antipaludique en termes d'efficacité, de tolérance et de sécurité chez la femme enceinte. Et ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans le New England Journal. Et aujourd'hui, ce travail permet d'orienter nos programmes nationaux de lutte contre le paludisme et dans la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte. Nous avons testé 4 antipaludiques et nous les avons classés. Numéro 1, c'est celui-là, 2 et 3. Donc ça permet à ces programmes-là d'avoir des informations basées sur l'évidence pour prendre des décisions pour le traitement du paludisme chez la femme enceinte. Alors, parlons justement de ce projet pour les femmes enceintes. Est-ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle un bilan? Vous avez suivi combien de femmes? Quel est le résultat concrètement? Alors, pour ce qui est de la prévention, nous avons atteint notre objectif parce que l'objectif, c'était de recruter environ 2000 femmes en Nanoro, mais également au Bénin et en Gambie. Donc, on a au total environ 6000 femmes. Ce bilan a été plus ou moins atteint, sauf au Bénin où nous n'avons pas pu recruter le nombre de femmes attendues. Sinon, en Gambie et au Burkina, nous avons pu faire ce recrutement et nous avons pu démontrer au bout que les agents de santé communautaire, contrairement à ce que les gens peuvent penser, sont à mesure d'appuyer le système national sanitaire pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte, en dépistant le paludisme à domicile et en traitant lorsque cela est positif. Alors, cette intervention nous a permis également de démontrer que lorsqu'on arrivait à prévenir le paludisme chez la femme enceinte, les enfants qui naissaient de ces mamans-là avaient un bénéfice parce que dans la première année de leur vie, où on a le plus fort taux de mortalité, on réduisait de façon considérable les infections chez ces enfants-là. Est-ce que vous avez un bilan chiffré, une estimation au moins? À Nanoro, au Burkina, nous avons formé 22 agents de santé communautaire au total qui ont fait le travail. Nous avons recruté 1800 femmes qui ont été suivies. La moitié a été prise dans le processus standard que nous utilisons actuellement pour pouvoir comparer justement notre nouvelle stratégie et la moitié a bénéficié de la nouvelle stratégie. Et à l'arrivée, comme je l'ai dit, nous avons réduit de façon considérable dans le groupe qui a bénéficié de l'intervention et les infections palustres, mais également nous avons constaté que les enfants qui naissaient de ces mamans-là avaient moins de risques de faire une infection fébrile dans la première année de leur vie, ce qui est très important et parce que cela va avoir forcément un impact sur la réduction de la mortalité dans la première année de vie de ces enfants-là. Vous avez commencé à évoquer déjà dans le cadre des projets que vous faites pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets spécifiques pour les enfants? Alors, il y a beaucoup de projets que nous avons conduits chez les enfants et le projet le plus important et le projet phare, c'est ce essai vaccinal que nous avons conduit sur les enfants à Nanoro en collaboration avec 7 autres pays africains. Et comme vous le savez sans doute, il n'existe pas encore de vaccin contre le paludisme. Et donc, dans le cadre d'une collaboration internationale soutenue par la Fondation Bill Gates, nous avons initié un projet qui a recruté au total plus de 15 000 enfants en Afrique, où nous avons testé un vaccin qui a été synthétisé par la firme pharmaceutique GSK en Belgique pour voir l'efficacité et la sécurité d'usage de ce vaccin chez des enfants africains. Et à Nanoro, nous avons recruté 1281 enfants.
Et ce vaccin a pu démontrer sur une année une réduction du nombre de cas de paludisme de plus de moitié. Ce qui est très important parce que depuis l'existence de l'humanité, aucun vaccin, je dis bien aucun vaccin parce qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont en cours de développement, n'a pu démontrer ce résultat. Et donc ce vaccin a été testé en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase avant que le produit ne soit mis sur le marché. Et ces résultats ont été estimés encourageants. Et aujourd'hui, l'OMS est en train d'envisager une phase pilote pour couvrir environ 270 000 enfants en Afrique, pour voir comment ce vaccin se comporte lorsqu'on va le mettre dans notre système de santé de routine. Quelles sont les perspectives pour votre centre? Qu'est-ce que les projets, comment vous voyez l'avenir de ce centre? Alors, ce centre reste dans sa philosophie, qui est de travailler à l'amélioration de la santé des populations. Et en plus du paludisme, les perspectives, c'est de se diversifier pour aller vers d'autres pathologies. Parce que vous savez, en Afrique, il n'y a pas que le paludisme. Même si on reconnaît que le paludisme est une pathologie très importante, nous anticipons et nous nous disons qu'avec tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, en termes d'investissement humain, matériel et infrastructurel, on se dit que dans quelques années, le paludisme va reculer de façon importante. Alors en ce moment, les autres pathologies qui ont été peut-être négligées vont faire l'objet de beaucoup plus d'intérêt. Et donc, les perspectives du centre, c'est de s'intéresser à ces autres pathologies. Et nous venons justement de décrocher un financement avec le gouvernement anglais pour tester une stratégie qui permet de prévenir la mortalité néonatale dans les populations africaines. Alors là, nous allons recruter 6 000 femmes enceintes au Burkina, à qui nous allons administrer un antibiotique au moment de l'accouchement et voir l'impact sur la prévention des infections néonatales, donc des infections des nouveau-nés et de leur mortalité. Donc voilà des perspectives, mais il y a également les maladies chroniques qui sont en train d'émerger en Afrique, notamment le diabète, l'hypertension artérielle. Et notre centre est en train de s'intéresser à ces thématiques et nous venons d'obtenir un financement avec le NIH des États-Unis pour justement voir quels sont les facteurs génétiques et environnementaux qui peuvent expliquer la survenue de ces maladies en Afrique. Donc vous voyez que les perspectives vont au-delà du paludisme pour s'intéresser aux autres pathologies. Nous remercions le docteur Alidou Tinto qui a répondu à nos questions lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Ma question est de savoir, la guérison dépend-elle seulement des médicaments ou elle dépend aussi de l'état psychique de la personne ou de la psychologie de la personne, du fait que la personne a le médicament et il se dit que si je prends ce médicament, je serai guéri, ou c'est juste le fait de prendre des comprimés qui assurent la guérison? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans le processus de guérison, la prédisposition psychologique de la personne à accepter son traitement, désir de la personne à guérir a une importance capitale, car on peut être guéri juste par la seule conviction de se sentir guéri. C'est d'ailleurs un effet qui porte le nom de effet placebo, qui est bien connu de la médecine. Placebo étant cette substance pharmacologiquement inactive qui est délivrée dans le cadre d'un essai clinique afin d'apprécier l'efficacité, par exemple, d'un médicament. On constate qu'environ 40% des personnes vont connaître une guérison rapide alors que ces personnes ont eu ce placebo, à savoir cette substance qui, logiquement, n'a aucun effet pharmacologique. Mais paradoxalement, les médecins vont constater rapidement une guérison des personnes qui ont pris cette substance-là, contrairement à ceux qui auront pris le médicament qu'on est en train de mesurer. Donc, c'est pour dire que la guérison s'obtient, certes, par le biais des médicaments, mais plus rapidement grâce à l'apport d'une bonne prédisposition psychologique. Et cette guérison, d'ailleurs, est d'autant plus rapide lorsque la relation entre le médecin et le malade est bonne, lorsque le malade a confiance à son médecin, lorsqu'il a confiance à son traitement, lorsqu'il a un fort espoir de guérison et surtout, lorsque ce malade-là est dans des bonnes prédispositions psychologiques pour accepter sa guérison, pour accepter son traitement et bien évidemment pour suivre les conseils médicaux que va lui prodiguer le médecin dont il a confiance. Voici ce que je pourrais répondre à ce auditeur concernant la guérison
et l'état psychologique. Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge il peut s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère? Il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, de façon exceptionnelle, que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les 2 mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la lutte contre le paludisme à travers la chimioprévention du paludisme saisonnier. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Thomas Druitt à la Tulane University en Nouvelle-Orléans, ici aux États-Unis. Il nous a expliqué comment est mise en œuvre cette méthode de lutte et quelle est son efficacité et comment l'améliorer en Afrique. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Ali Doutinto, promoteur de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso. Il nous a dit ce que fait cette structure dans le cadre de la recherche des traitements et d'un vaccin contre le paludisme. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouizi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de Abdelrahman Zenab qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et moi-même, Mouamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.